J'ai lancé cette chaîne YouTube en décembre 2023. Et puis j'ai créé Blogrify, un générateur de blogs statiques open source, en février 2024. Tout ça en parallèle de mon job chez Malte. Et puis, vous l'avez découvert sur cette chaîne, je me suis lancé un nouveau défi. D'abord, j'ai quitté Malte, tout simplement, et j'ai décidé de commencer une nouvelle aventure en solo. Aujourd'hui, je souhaite vous partager quelques retours sur le lancement du premier SaaS de cette aventure et comment j'ai fait pour le construire en une semaine. Ce premier SaaS, c'est RSS Feed Pulse, construit et lancé en mai 2024, c'est-à-dire ce mois-ci en fait. Et justement, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir fait ce produit en une semaine et pas en 2 semaines, 3 semaines ou même un trimestre? C'est pas juste une question de concours de qui va le plus vite. Mais c'est vrai que dans le monde des startups, la vitesse est un facteur déterminant. Parce que plus vous allez vite, plus vous avez une chance de valider votre idée et de récolter des feedbacks pour améliorer le produit le cas échéant. En fait, aller vite, ça permet de corriger une trajectoire plus rapidement. Et ça veut pas dire qu'il faut foncer sans réfléchir. Ça marche pas non plus ça. Mais passer des mois en R&D est en général une erreur. Pour autant, c'est hyper important de comprendre son marché. Alors quand je dis ça, ça veut dire à qui on vend, pour résoudre quel problème, comment on va vendre, etc., etc. Il y a plein de méthodes possibles pour tester le marché. Moi, j'ai choisi de développer un prototype. Et ce prototype, cette idée, il sort pas de nulle part. Je suis parti de mon problème que j'avais de mon côté. Parce que ça, c'est un avis personnel, mais je pense qu'il n'y a pas mieux, surtout en solopreneur, que d'être la cible de ses propres produits. Parce que ça donne la garantie de bien comprendre les utilisateurs. Et dans tous les cas, c'est aussi vous, comme vous allez utiliser tous les jours, qu'elle allez repérer un petit peu les choses qui sont pas parfaites. D'ailleurs, de la même façon, quand on a commencé Malte, moi j'étais freelance. Donc je comprenais hyper bien le produit qu'on était en train de faire. Il y a une expression pour ça, on appelle ça le dogfooding. Bon, faut que je vous explique un petit peu le pitch quand même de RSS Feed Pulse. Je suis parti d'un problème très simple. Mon blog, il marche pas mal, à peu près une moyenne de 2500 visites par mois, mais ce trafic, il est relativement stable, voire presque en baisse depuis des années, parce que c'est sûr que quand on n'utilise pas Ghost, Medium ou Substack, personne ne peut s'abonner au contenu. Et donc, à chaque fois qu'on fait un nouvel article, il faut batailler, il faut aller sur Twitter par exemple pour faire la promotion d'un nouvel article. Donc la solution un peu traditionnelle pour tout le monde, c'est de se dire je vais créer une newsletter. La newsletter, c'est quelque chose qui va permettre à n'importe qui de pouvoir s'inscrire à un contenu et de recevoir régulièrement les mises à jour. Ça, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une audience qui se construit sur le temps. Donc voilà, ce que je propose, c'est n'importe qui a un blog. Ça peut être un blog statique, ça peut être un WordPress. À partir du moment où il a envie de rajouter un formulaire pour pouvoir collecter des adresses email qui vont donc être inscrites à une newsletter, eh bien toute cette infrastructure-là, je vais la proposer. Et ça, c'est la base du service de RSS Feed Pulse. Donc bref, je suis mon propre premier utilisateur et ça marche plutôt pas mal parce qu'en une semaine, ma propre newsletter est passée de 0 à 50 abonnés et ça continue de grandir tous les jours. Bref, je suis parti d'un problème que j'avais de mon côté et pour tout vous dire, j'ai toute une autre galaxie, un peu de problèmes que j'ai vis-à-vis de mon blog. Tous ces sujets-là, ils sont un peu reliés les uns aux autres. Et c'est plutôt pas mal parce que ça va me permettre de créer un peu des passerelles entre ces sujets-là et potentiellement de faire du cross-sell entre les produits. Enfin, ça, c'est la théorie. Mais bon, le sujet de cette vidéo, c'était comment je lance un produit en une semaine. Donc, revenons un peu là-dessus. La façon de faire la plus rationnelle pour aller vite, souvent, c'est juste de faire une landing page. Alors, ça coûte moins d'une journée à faire. Et vous avez plein de solutions pour faire ça en no-code. Mais moi, c'est pas ce que j'ai choisi, j'ai directement lancé un produit. Parce que de toute façon, j'en avais besoin. Donc, comment faire pour ne pas exploser non plus les délais? Là-dessus, moi j'ai 2 astuces à vous partager. La première, c'est tout simplement d'avoir une stack sur laquelle vous êtes à l'aise. La stack, c'est donc l'ensemble des technologies que vous allez utiliser. Et avant de parler trop en détail de la stack, j'aimerais faire un petit rappel de la contrainte que moi j'ai, mais que vous devriez aussi avoir si vous êtes en train de lancer un produit. Cette contrainte, c'est l'argent. Et évidemment, j'inclus aussi le temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Toi-même, tu sais. Bref, en ayant cette contrainte en tête, une stack technique pour moi, ça doit être déjà, facile à déployer. Il n'y a pas de temps à perdre avec du Docker, du Cube et toutes ces conneries-là. Ces technos sont à éviter en phase de lancement d'une startup. C'est mon avis, je m'en fous, je l'assume. Ensuite, ça doit être peu coûteux à faire tourner. En l'absence de revenus, il faut que le coût de fonctionnement soit le plus proche de 0. Alors vous ne pourrez pas atteindre 0, mais en tout cas, il ne faut pas avoir un truc qui va vous coûter déjà 1000 balles dès le démarrage. Et enfin, la stack, elle doit vous permettre à vous d'aller vite. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. Sur un SaaS, à l'inverse d'un simple side project, de mon côté, je vais essayer de chercher à éviter le hype-driven development. C'est-à-dire peu ou pas de nouvelles technos qui brillent et qu'il va falloir apprendre en même temps que je crée le produit. Je vais essayer de ne faire que des choses que je connais déjà. Par contre, là, sur RSS Feed Pulse, j'avais quand même besoin de me dérouiller un peu et de me réapproprier une stack sur laquelle être efficace seul. Parce que la stack que j'utilisais chez Malte, c'est peut-être pas la bonne pour être un solopreneur. Donc j'ai eu besoin d'expérimenter un petit peu. Bon, en fin de compte, la stack sur laquelle je suis arrivé n'est pas non plus extrêmement éloignée de celle que j'avais chez Malte. Mais elle a 2-3 petites différences, notamment sur l'hébergement. Alors côté backend, c'est du Spring Boot avec Kotlin déployé sur Clever Cloud. La partie backend. Ce que j'appelle la partie backend, c'est en gros toutes les API et tous les traitements batch, en gros tous les traitements longs, par exemple comme l'envoi d'email. En termes de base de données, j'utilise Postgres et vous ne me reverrez pas de sitôt sur Mongo. Je pourrais en reparler si vous voulez, mais là c'est pas le sujet. Côté front-end, je vais utiliser Nuxt. Alors oui, j'utilise pas React, je suis très à l'aise avec du Nuxt et très honnêtement,
pour l'instant, ça marche hyper bien. Ça, c'est déployé sur Cloudflare, et en termes de framework CSS, j'utilise Tailwind à fond. Le coût de tout ça, c'est 21 € par mois. Uniquement, en réalité, côté back-end. Parce que Cloudflare, pour l'instant, pour mon usage, est gratuit. Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Tout ça, ça doit être efficace pour vous. Je vous dis pas d'utiliser ma stack, pour aller vite. Ma stack n'est sans doute pas votre stack. En fait, pour réaliser un SaaS, il existe une multitude d'options. Il y a des gens qui sont hyper à l'aise avec Next, il y a des gens qui vont tout faire en JavaScript avec Adonis en back-end, mais en réalité, il n'existe pas de stack parfaite. Sauf si on considère que la stack parfaite, c'est celle dans laquelle vous êtes à l'aise pour créer votre SaaS en une semaine. La capacité à amener vite une idée qui est sur papier jusqu'au serveur, elle est primordiale. Il ne faut pas passer des semaines à tester toutes les architectures possibles. Il ne faut pas évaluer toutes les technos ou mettre en place des solutions complexes. Avec l'habitude, cette stack sur laquelle vous êtes à l'aise, elle devrait vous permettre de mettre une nouvelle app en production en moins de 2 jours, incluant le temps de dev. Alors évidemment, je parle d'une appli simple ici. Et c'est pourquoi j'ai pas étudié chaque solution. J'ai pas testé chaque provider pass, par exemple. La stack que je viens de vous décrire, c'est pas forcément la meilleure. L'hébergement que je viens de vous décrire, je sais pas si c'est le meilleur. Mais c'est celui sur lequel je vais aller le plus vite. Maintenant, il y a quand même une deuxième astuce pour aller vite dans tout ça. Je vous ai parlé de ma stack. La deuxième chose, c'est la simplicité. J'ai volontairement choisi de ne pas implémenter toutes les fonctionnalités au début. Par exemple, on ne peut pas supprimer son compte. Avant de pouvoir supprimer des comptes, j'attendrai qu'il y ait déjà des comptes. J'ai pas de pagination sur la liste des abonnés, parce que ça fera sens qu'à partir d'un certain volume d'abonnés. Mais surtout, le paiement, il n'était même pas implémenté la première semaine. Il était possible d'utiliser le produit gratuitement sans aucune contrainte. Globalement, il ne faut pas hésiter à créer en fait une application sur laquelle il n'y a pas toutes les fonctionnalités, surtout celles qui seront utilisées un peu après. Et ça a été pareil sur Malte, on n'avait même pas de solution de paiement et de facturation pendant les 4 premiers mois de Malte. Normal parce qu'au début, de toute façon, on savait qu'on ne ferait pas payer quelqu'un avant 4 mois. Entre le moment où la personne allait trouver une mission, puis ensuite allait pouvoir facturer, il allait se passer du temps. Bref, focus sur la simplicité. Maintenant que l'application, elle est en production, tout est bon, en fait, il y a quand même tout un monde entre développer un produit et vraiment en vivre. Et ça me fait un peu la transition idéale pour la phase juste après cette vidéo. Où est-ce que j'en suis maintenant? Développer un produit, c'est une étape. Et c'est d'ailleurs souvent pas celle qu'on fait en premier. Parce que là, je viens de vous parler de ça, mais en vrai, j'ai fait d'autres choses avant. J'ai passé du temps à expliquer mon idée, enfin à me l'expliquer à moi-même. J'ai passé du temps à définir un modèle de prix, comprendre un petit peu quels allaient être mes coûts et comment j'allais pouvoir faire des revenus. J'ai essayé de faire des benchmarks de concurrents. J'ai essayé de comprendre mon différenciateur, comment je pouvais le mettre en avant. Et j'ai fait tout ça. Mais il y a un sujet sur lequel moi je pense que je suis pas très très fort. J'ai pas encore trouvé de réponse vraiment parfaite là-dessus, c'est la distribution. La distribution, c'est la capacité à amener un produit devant des utilisateurs potentiels. Mais vraiment retenez ça, quel que soit le produit, ce qui fait la différence à la fin, c'est la distribution. Vous pouvez avoir un produit qui n'est pas incroyable, qui soit moche, où il y a des bugs, etc. Si vous avez une bonne distribution, vous allez quand même réussir. Alors peut-être que vous aurez des problèmes de rétention, ce que vous voulez, mais n'empêche que la distribution, c'est clé. Par exemple, sur ce graphe, vous pouvez voir l'adoption de Teams par rapport à Slack. Teams a atomisé Slack par sa capacité de distribution. Et le rachat de Slack par Salesforce, on peut le critiquer comme on veut, mais en réalité, c'est comme une opportunité pour Slack, pour améliorer sa capacité de distribution. La distribution, si on regarde un Lean Canva, je ne sais pas si vous connaissez le Lean Canva, ce sont des questions qu'on va se poser quand on démarre un nouveau produit. Dedans, il y a un truc qui correspond à la distribution, c'est ce qu'on appelle aussi les canaux. Par contre, si je fais faire un Lean Canva à beaucoup de développeurs, la plupart du temps, ce que je vais obtenir dans cette petite case, c'est je vais utiliser les réseaux sociaux. Sauf que, non. Parce que, sauf cas particulier, la portée de vos tweets, par exemple, elle est très faible. Et un tweet, ça vit peu de temps. Dans une semaine, tout le monde l'a oublié. Alors je dis pas, Twitter ou YouTube peut être un canal d'acquisition de clients, mais ça se construit sur des mois, voire des années. Si vous comptiez sur 2000 abonnés pour ça, ou sur de la viralité, c'est mort. À titre de comparaison, avec environ 1800 personnes qui me suivent sur Twitter, le fait de parler de RSS Feed Pulse a généré moins de 10 visiteurs uniques en 2 semaines. Alors j'ai aussi tenté de faire de la promotion sur des forums traditionnellement utilisés pour les lancements de produits. Alors je peux vous citer par exemple Hacker News et Reddit, mais l'impact il a été quasi nul. Pareil, c'est de l'ordre d'une dizaine de visites. Mon propre blog, il a ramené une vingtaine de visites, c'est-à-dire 2 fois plus que ce que a fait Reddit et Hacker News. Enfin, je viens de tester un truc, on va voir si ça marche. C'est que j'ai listé RSS Feed Pulse sur plein de sites spécialisés. Ce sont des listings de SaaS ou des directories de SaaS. Après, je pourrais vous parler de conversion. On va parler de conversion et rétention. Mais déjà, il va falloir apporter du trafic parce que ça ne sert à rien de parler de conversion et de rétention s'il n'y a pas de trafic. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes un peu dans la même phase, n'hésitez pas à partager un peu vos expériences en commentaire parce que comme ça, chacun pourra en profiter. Bon, et toujours dans la catégorie un petit peu des sites pour lancer, pour faire la promotion de son produit, je vais tester cette semaine Product Hunt. Product Hunt, c'est un peu le site de référence pour les lancements de produits. Donc je vais voir si ça marche mieux que Hacker News, mais je vous cache pas que je trouve Product Hunt un peu moins intéressant qu'il y a quelques années. J'ai vraiment l'impression que, à moins d'être Peter Levels ou Marc Louvion, ou même d'être une entreprise backée par des VC,
lancer sur Product Hunt, c'est un peu hasardeux. Et on peut pas vraiment construire un business sur du hasard. Alors dans tous les cas, c'est pas perdu parce que ça construit des backlinks pour le SEO, mais il va falloir trouver une stratégie plus efficace. Et je vous invite à réfléchir à une stratégie plus efficace que uniquement je vais tweeter quelque chose et je vais mettre mon produit sur Product Hunt. Ça, c'est quand même une stratégie qui parie un peu sur la chance. Donc voilà, j'en suis ici. Coder, je sais faire un produit, je sais faire de l'acquisition pour un business SaaS, ça, c'est une autre histoire. Et c'est ce que je vais essayer d'apprendre dans les prochaines semaines, c'est ce que je vais essayer aussi de retranscrire dans cette chaîne quand je pourrai. Bon, dans tous les cas, dans les prochaines vidéos, j'espère vous parler de comment j'ai créé ma stratégie de pricing, comment je l'ai articulée autour d'un business plan, c'est-à-dire en gros lister mes dépenses et mes revenus, etc. Et j'espère vous parler en tout cas de tout ce que je vais apprendre au fur et à mesure dans tout ça. Sur ce, vous pouvez retourner à une activité normale. Ouais, alors attendez, en fait, c'est pas tout à fait exact. Je vais me permettre de faire un peu une petite outro pour une fois, pour donner quelques news sur la chaîne. Tout d'abord, cette chaîne, elle vient de dépasser les 1500 abonnés. Alors, c'est petit et en même temps, c'est énorme. C'est-à-dire que moi, je visais 500 abonnés en fin 2024 et ça prenait clairement pas cette direction-là en janvier. Par contre, je vous cache pas que je me suis pas mal creusé la tête un peu autour de cette chaîne parce que au début, c'était une expérience très amusante, mais comme il y a eu quand même un certain essor, je me suis dit, attends, il y a quand même des gens qui se sont mis à suivre la chaîne pour la création de SaaS en solopreneur. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui se sont dit, j'ai envie d'avoir plus de retours pratiques sur le rôle de CTO en startup et scale-up. Certains ont peut-être aussi un peu accroché aux sujets un petit peu transverses comme, le remote, la passion dans l'informatique, etc., etc. Puis au milieu de tout ça, il y a des sujets que j'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien creuser, c'est l'histoire de l'informatique. J'ai un petit sujet en préparation là, j'espère qu'il va plaire. Bon, donc, au final, je vous cache pas mal auto-censuré en me disant non, je vais pas parler de ça, parce que ça, si j'en parle, il y a toute une catégorie de personnes qui va pas être intéressée. Et puis pas ça non plus, etc., etc. Bref, ce sujet, c'est pour ça que peut-être vous l'avez trouvé un peu différent. Effectivement, il ressemble pas forcément aux vidéos d'avant. Mais en fait, j'ai décidé un petit peu d'assumer ça, j'ai un peu décidé d'assumer la diversité des sujets que je vais traiter. Je vais arrêter de me poser toutes ces questions parce qu'au contraire, je pense que la diversité des sujets qui vont être abordés sera une force. J'espère qu'il y aura tout autant d'intérêt à suivre les tribulations d'un solopreneur que de recevoir un petit peu des retours d'expérience sur ce que ça a été d'être CTO dans une grande boîte ou tout simplement de parler de l'histoire de l'informatique. Parce que ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de sujets à faire. Bref, voilà, on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.